Donc, je vais parler de l'accompagnement de l'enfant, je vous l'ai dit, infecté, exposé ou affecté par le VIH. Mais je vais faire cette communication dans la perspective vraiment de quelqu'un qui est un responsable du centre, dans la perspective du clinicien, dans la perspective du médecin, puisque les patients viennent parce qu'ils sont... Les gens viennent parce qu'ils sont malades. Et c'est nous qui les maîtrisons. C'est nous qui leur disons, vous pouvez aller à tel endroit, parce qu'ils croient en nous. Et après tout, c'est nous qui sommes les chefs. Nous sommes libres de travailler avec qui nous voulons. Donc, c'est un petit détail que je voulais dire d'emblée. Et donc, pour cette communication, étant donné que nous avons des expériences pays qui viennent, il y a aussi la session qui doit suivre aussi sur les ados et qui dira un peu bien tout ce qui a été fait concrètement dans la littérature récente. Je vais surtout rester dans un style vraiment de plaidoyer. Et donc, quand on parle d'enfants infectés ou affectés au VIH, on parle de 3 catégories globalement. L'enfant qui est infecté, l'enfant qui est exposé, et puis l'enfant qui est affecté. Ne revenons pas. L'enfant, nous avons appris que c'est un être sous tutelle. Et dans les écoles, on dit le plus souvent la trilogie, le soignant, l'enfant, ses parents. Alors que chez les adultes, ce n'est pas la même chose. Donc déjà, ceci, c'est important. On est obligé d'associer la 3e composante. Le cas spécifique des adolescents qui sont des adultes à venir, en devenir, nous allons y revenir. Mais c'est de dire que quand il s'agit d'un enfant qui est exposé, c'est le suivi de la grossesse, ça c'est important. Le diagnostic, c'est-à-dire qu'il faudrait le suivre et faire la clairance du VIH, et ensuite il faudrait bien gérer le statut. Et quand il s'agit d'un enfant qui est infecté, le diagnostic, le suivi clinique, la mise sous traitement et l'intégration, tous les soins de support. Mais qu'on se retrouve dans l'une de ces 3 catégories, on sait que l'enfant reste exposé vraiment aux effets réfléchis du vécu de leurs parents ou de leur entourage. C'est clair. Il y en a qui ont fait des études à Harvard, c'est parce que les parents ont eu de l'argent. Il y en a aujourd'hui, ils auront pu faire 10 PhD, mais ils ne pourront pas. Ils se sont arrêtés tout simplement au brevet. Ils ont cherché un boulot et ils ont pu quand même gérer le quotidien. Donc, c'est important. Ce que les gens sont à côté. Il y en a, les parents n'ont pas l'argent, mais c'est l'oncle qui est riche. Donc, ne voyons pas souvent les choses du côté positif quand c'est bon. Mais quand c'est négatif aussi, il faudrait que nous apprenons aussi à gérer et prendre en compte tout ça là. Je parle là des cliniciens. Mais quand il s'agit d'un enfant infecté, vous savez, dans le diagnostic, le malheur ne vient jamais seul. Oui, c'est toutes ces conditions que vous retrouvez quand on fait le diagnostic. Donc, c'est bien beau, l'enfant vient, vous voyez, et tout simplement, je me rappelais quand mes débuts d'internat, quand je recevais des nouveaux-nés, quand je finissais d'examiner, il y avait le professeur Abi qui venait qui dit, mais Alain, et ses parents, tu as demandé d'après le père. C'est-à-dire, on veut savoir tout ce qu'il y a autour, mais c'était, enfin, comme jeune, mais je me disais qu'il n'y avait que le patient qui était devant moi, donc, et surtout que je sortais de trucs des adultes, et puis voilà, après, à la 4e année, on rentre dans la pédiatrie, et c'est parfois bizarre à comprendre. Mais aujourd'hui, je constate que, après l'expérience que nous avons, nous comprenons, mais il ne s'agit pas de comprendre. Il s'agit de suivre. Donc, il y a tout ce qui suit. Mais quand aussi on a fait le diagnostic, c'est-à-dire toute la démarche. Nous avons des services, je vais revenir, où nous n'avons pas l'habitude de nous intéresser à tout ce qui entoure le patient. Et brutalement aujourd'hui, comme il y a le VIH, voilà, tout le monde est concerné. Il veut venir tous les jours, il veut passer chez moi, mais ça pose des problèmes. Si quelqu'un n'a pas l'habitude de recevoir un médecin ou bien un infirmier, venir voir l'enfant, ah, monsieur dira, mais ma femme, depuis qu'elle va régulièrement, je crois qu'il y a un monsieur qui s'intéresse. Ne dis pas que c'est les militaires qui le font. Donc, la prise en charge de l'enfant exposé.
La séroposition aussi chez la gestante, quand le diagnostic est fait, quand la femme ne se connaît pas, non, allez voir tout ce qui se passe autour. C'est tout un Après, quand l'enfant naît, l'alimentation, on n'a pas parlé de petit mais l'alimentation, le processus de suivi. Les gens parlent d'acharnement. Je suis allé à une réunion quand j'ai dit, voilà, quand l'enfant vient, il sort, mais vous agressez les patients. J'ai dit, oui, il faut bien. Et c'est tout ça là qui fait que les gens, on dit, mais moi, je viens tous les mois, l'autre, mais il est venu une fois, puis après, il est parti. C'est quand il est malade seulement qu'il revient. L'autre, il n'est pas malade, mais il doit revenir. Quand il s'agit d'un enfant affecté, c'est la fratrie. Un enfant est affecté. La fratrie, les difficultés scolaires, la connaissance du statut par les grands enfants, le rôle du suivi des frères et sœurs, c'est la problématique. Et nous savons que nous la vivons. Est-ce que nous sommes vraiment prêts pour l'affronter? L'adolescent, je ne veux pas y revenir, j'ai mis juste un listing pour que les spécialistes de l'adolescent, Ida et Tanti Catherine, qui vont en parler de long en large. Mais ça va vous donner juste quelques exemples. Voilà une fille de 17 mois, diagnostiquée il y a 2 semaines, CD4, OMS, symptomatique depuis l'âge de 9 mois, père décédé il y a 6 mois, mère vendeuse séropositive qui vit actuellement chez ses parents parce que renvoyée du domicile familial avec les 2 autres enfants âgés de 7 ans et de 4 ans. Parce que quand le mari est vivant, la femme est puissante. Tout ce qu'elle fait, c'est le mari qui consomme. Parce que nous sommes dans un cocon culturel, c'est comme ça que les choses se passent. Mais dès qu'il n'est pas là, on lui rend les comptes. Surtout qu'on sait pourquoi les choses sont passées. Le second, il s'agit d'un exemple de l'enfant exposé. Garçon de 6 mois, orphelin de père, sous allaitement mixte, mère séropositive vivant dans la belle famille avec 2 enfants, la mère dit éprouver les difficultés de faire un sevrage précoce. Et enfin, c'est le cas d'un enfant affecté, 9 ans, une fille, elle est séronégative. Ses 2 frères sont infectés. La mère employée de ménage vit sous le toit d'un homme qui n'est pas le père de cet enfant. Cette fille est née de sa mère, n'a pas repris l'école depuis 3 mois parce que la mère dit ne pas avoir des ressources suffisantes et cherche d'autres ressources de revenus. Elle donne irrégulièrement les médicaments aux 2 autres et ne reste pas souvent les rendez-vous. Parce que, elle dit, si les 2 là sont malades et tel que les trucs qui disent à droite à gauche, je sais qu'ils n'ont pas de chance. Si moi je n'ai pas de chance de vivre, eux non plus, mais quand même le seul qui a les chances de vivre, il faut au moins que je me batte pour celui-là. Donc pour vous dire que voilà des situations que nous avons où ce n'est pas le traitement qui est la première priorité. Donc c'est des priorités souvent extra-médicales et leur absence met en cause tout ce que nous faisons. Il vient, il y a des problèmes, vous donnez les médicaments, non mais rien ne va pas. Vous lui dites venez, rien ne passe. C'est important. Donc nous devons savoir à pouvoir les prendre soit directement ou bien soit indirectement. Donc ce qui revient encore à moi en tant que clinicien, et ça j'ai emporté ça du modèle que Tanguy a présenté au cours d'un atelier pédiatrique chez nous ici récemment, où connaissant le mécanisme et la physiopathologie, je crois qu'on peut mettre en place les stratégies de diagnostic, de prévention, de traitement, mais nous insistons beaucoup plus sur l'organisation des programmes. Les programmes, les services, surtout les services de santé. Mais tant qu'on ne considère pas l'environnement socio-éducatif et humain, il faudrait... Parce que quand on a les recommandations, on ne parle que des médicaments, le diagnostic. Mais comment faire pour que cet enfant vienne? L'OMS est là, mais tout ça nous revient à la figure. Donc, c'est pour revenir et dire que la prise en charge médicale, c'est l'enfant. Mais quand on parle de l'accompagnement, c'est non seulement l'enfant, quand c'est possible, mais aussi son entourage, parce que ça a un fondement, ça a une portée. Mais quand on a fait un petit travail ici à Cotonou en 2007, voilà, sur comment est-ce que les sites voyaient un peu tout ce qui est extra-médical. Quand on prend le social, tout le monde dit qu'il y a un service social, mais l'utilisation, personne ne dit concrètement ce que le service social joue dedans. Ou bien c'est quand il y a un problème qu'on va le voir. Si vous attendez seulement que quand les gens ont des problèmes qu'ils viennent vous voir, vous ne pourrez jamais régler leurs problèmes. Il faut connaître comment ça fonctionne de base et quand le problème survient, on sait comment le régler. La prise en charge psychologique, il y avait qu'un seul qui avait la prise en charge psychologique, mais tout le monde dit qu'il faisait la prise en charge psychologique.
donc les pédiatres, les assistants sociaux, tout le monde est psychologue. C'est une bonne chose. La prise en charge nutritionnelle, tout le monde en faisait, assistant social, médiateur, pédiatre, tout le monde faisait la science. La prise en charge communautaire, il y avait 3 sites qui avaient des ONG. Mais ce qu'on faisait concrètement, l'éducation thérapeutique était faite par un seul centre. Souvent, le plus tout le monde, on était focus sur l'observance. Il doit prendre son médicament, il doit prendre son médicament, et il faut qu'il doit prendre son médicament. C'est quand il ne prend pas le médicament qu'on cherche maintenant les éléments qu'il y a autour, qui étaient là même avant qu'on le dise, vous pouvez prendre votre médicament. Donc, mais chez nous, le concept a évolué, on a parlé plus en charge psychosocial, voilà, tout ce qui a été dit. Ensuite, il y a un démembrement, plus en charge social, le psychologique, le communautaire, ou le religieux, le financier. Donc, chacun fonctionne de la source de financement qu'il a pour pouvoir faire la campagne de son message, il invente son modèle. Mais aujourd'hui, de plus en plus, bon, il y a la prise en charge éducative, depuis longtemps, il y a une éducation thérapeutique. Moi, je sais que quand tout le monde parlait d'observance, quand des gens se levaient pour dire qu'on fait l'éducation thérapeutique, mais ça a été vraiment la croix et la bannière. Parce que quel est ce concept? Voilà. Mais aujourd'hui, maintenant, de plus en plus, c'est accepté. Mais le terme d'accompagnement est aujourd'hui préféré pour mettre tout ça là, qui va en dehors de ce que nous avons appris comme des puristes. Mais le contenu de l'accompagnement aujourd'hui, c'est vrai, on dit prise en charge sociale, il y en a qui mettent le nutritionnel à côté pour voir, mieux voir. Ça là, c'est des choses, c'est un contenu que tout le monde sait quand il y a un assistant social qui travaille auprès de vous. Voilà. Je ne veux pas y revenir. La prise en charge psychologique, c'est vrai, les psychologues, moi, la première fois que j'ai un psychologue, j'ai dit, vous qui raisonnez d'une façon bizarre, c'est ça. Je l'accepte parce que je suis gestionnaire de centre, mais je ne l'accepte pas en tant que médecin, en tant que tel. Non. Parce que je suis obligé. On met quelqu'un à ma disposition, je dois gérer. Ce n'est pas un principe militaire. Je dois gérer parce qu'on m'a mis à la service. Donc, je dois, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, je suis obligé, en tant que gestionnaire, d'aller avec lui, le mettre dans les bonnes conditions pour qu'il puisse travailler. La prise en charge communautaire annonce. Là aussi, quand c'est venu, aujourd'hui, maintenant, qui peut nous dire concrètement ce qui fait que le communautaire... parce qu'il y a vraiment un peu de tout. Ça rentre, ça sort, ça ne s'entend pas, et puis, voilà, et puis la qualité des gens qu'on prend, et voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais avec tout ce qu'on en dit, voilà. Mais j'ai surtout un sujet sur, aujourd'hui, la prise en charge éducative, ou bien ce qu'on appelle encore éducation thérapeutique de l'enfant. Ça, j'ai appelé l'éducation thérapeutique grâce à ma co-modératrice, Anne, professeur Anne. On est d'accord? Voilà. Donc, l'éducation thérapeutique, voilà. Et là, dans ces conditions, c'est-à-dire, on ne prend pas l'enfant. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait, c'est juste... C'est l'apprentissage et c'est renforcer les compétences. Pouvoir se soigner, vivre le mieux possible avec sa maladie, coopérer avec les soignants, estimer ce qu'il fait et ce qu'il ressent. Donc, vous voyez, c'est une autre manière de... Vous voyez là, on ne parle pas de médicaments, on ne parle rien, c'est un peu de tout. Des consignes se passent là-bas, on dit voilà ce qu'il faudrait faire, mais il faut que la personne puisse savoir et ensuite savoir faire, qu'on le capacite à pouvoir le faire. Je suis à la maison, qu'est-ce que je ne dois pas dire pour fâcher les gens? Sinon, vous le dites, on fout dehors. Et ce que je suis en train de faire, tout rentre à l'eau. Éducation thérapeutique, c'est rendre plus autonome aussi l'enfant. Quand c'est possible. Vous voyez? Donc, ça s'engage dans une position au fur et à mesure que l'enfant grandit. Il y a ce qui est fait aux parents, mais ce qui est fait pour que l'enfant puisse grandir, que tout le monde puisse participer à la prise en charge, adhérer au traitement. Parce que le plus souvent, c'est quand il y a des problèmes dans la prise des médicaments qu'on vient pour dire, voilà, on veut faire la constatation d'observance, alors que les facteurs étaient là. Il fallait voir les facteurs quand il n'y avait rien ou bien quand il y avait le calme. Tout patient qui vient et vous avez l'impression que tout va très bien, faites très attention. Faites-le passer par le suivi et devoir prendre des décisions adaptées. Donc, on doit, en ce qui concerne l'enfant, on doit pouvoir adapter tout ça là en fonction de ces étapes de développement. On doit être vraiment créatif, imaginaire et vraiment imaginatif. La présentation pays sur le Burundi nous en dira beaucoup plus. Je ne veux pas insister. Et aussi, tous ceux qui
vraiment sont autour. Vous voyez, par exemple, dans la famille, il y a certains enfants, mais qui sont beaucoup plus à travailler pour la santé de leurs frères et sœurs. Donc, il vaut mieux travailler sur cela que les parents qui sont pour le moment assommés par tout ce qu'il y a autour de ce processus. Il n'y a que l'éducation qui peut le faire. Donc, pour pouvoir opérationnaliser ce concept, la demande et le besoin. La demande et le besoin. La demande, c'est ce que les autres expriment. Les besoins, c'est vous, en tant que technicien, ce que vous dites que ceci pourrait se passer. Mais tant que c'est clair, je crois que l'ordre des services doit pouvoir suivre. Nous allons y revenir. Il faudrait l'organiser et le rendre fonctionnel. Nous sommes prêts pour dire, oui, nous avons des ONG, mais comment ils fonctionnent? Réunions périodiques, comment ça se fait? Leur capacitation, mais personne n'y pense. Si bien que sur le terrain, nous méritons ce qu'ils font parce qu'il n'y a rien pour vraiment les capacités. Je vais revenir quand on va parler d'organisation et de gestion. Et il faudrait nécessairement intégrer. Vous dites que vous devez faire du social pour l'enfant infecté au VIH. Si vous n'avez pas une action sociale et parce qu'il y a de l'argent dans le VIH, vous mobilisez les ressources, faites tout possible que cela commence à travailler pour le renforcement du système en global. Sinon, c'est pendant qu'il y a le VIH qu'il va finir par disparaître cette assistance sociale. Mais maintenant, qui doit s'en occuper? Est-ce que c'est le personnel médical qui en plus des consultations? Nous n'avons pas appris à rester avec un patient. On dit la consultation, vous voyez dans les écoles, ah non, la consultation, ça doit durer tellement. Mais aujourd'hui, on doit changer. Être capable de parler avec quelqu'un pendant longtemps. Enfin, et si oui, comment il doit pouvoir s'investir pour que l'autre, la qualité du premier service qu'il donne ne soit pas affectée? À quel moment? Est-ce que c'est les jours de consultation? Mais tel jour, je dois recevoir les gens pour ça, de balancer le pour et le contre. De balancer le pour et le contre, et qu'est-ce que le patient gagne et qu'est-ce qu'il perd. Et ensuite, dans quel emplacement? Quand quelqu'un vient et que je dois lui dire, est-ce que hier, avec votre mari, vous êtes chahuté? Si je suis dans une position de tout puissant, vous voyez, souvent nous avons de gros fauteuils et les patients sont assis sur des bancs. Nous avons des tables qui sont très belles. Mais c'est ça, ceux-là, non, qui vous disent ce qu'ils pensent. Non. Moi, j'ai fait l'expérience. Les gens viennent me voir, on finit de parler. Ils vont du côté de l'assistance sociale. Il y avait un petit... le mur n'était pas fermé, donc ce qui est dit de l'autre côté, je savais. Mais j'entendais toute autre chose. Là, j'entendais toute autre chose. Parce que le docteur, il est puissant. Oui, ce qu'il dit, c'est oui. Mais de l'autre côté, je crois que la manière dont la personne parle, elle est complètement différente. Et il faudrait que, entre le moment où je cessais d'être médecin et que si j'ai envie de faire du social, que heureusement que j'ai changé, sinon si je suis toujours médecin, ouais, je vais parler, mais je ne ferai rien du social. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Donc, ailleurs, comment est-ce que vraiment tout ça là est organisé? L'organisation, c'est les différentes entités que vous avez mises en place pour pouvoir les faire. Chez moi, il y a 4 unités qui font de l'accompagnement. On va y revenir. Ailleurs, parfois, on a des unités spécifiques, par exemple, au CHG, au CHUP, j'ai oublié le P, au CHUP-CDG. Il y a le psychosocial, l'ETP, le communautaire, puisque j'ai entendu parler de votre association Azemia. En Côte d'Ivoire, il y a le social, le psychologue, au CEPREF surtout. Et puis Shigata aussi, qui fait vraiment de bonnes choses. Peut-être qu'il y a de trucs qui se sont ajoutés, mais si je n'en ai pas, vous aurez le temps. Si je ne l'ai pas mentionné, vous aurez le temps de le préciser. L'intégration, j'en ai parlé. Tout doit être mené vraiment de front. Définition claire de chaque concept. Sinon, quand vous venez souvent, les gens veulent faire le travail des autres. Et si vous avez un fonctionnement, il ne peut jamais avoir de chevauchement. Jamais. Si vous êtes vraiment fonctionné. Et la segmentation stratégique, il faudrait qu'on confie le travail, qui fait quoi et à quel moment. Et qu'il y ait une participation active aussi. Des gens qui bénéficient de ces services. Qu'en pensent-ils? Je ne vais pas parler de l'évaluation, mais je vais surtout insister sur... Si nous mettons tout ça en place, c'est pour que ce que nous disons en tant que technicien puriste, vous devez prendre le médicament, vous devez être soigné, on doit vous contrôler comme ceci, on doit prendre vos CD4. Il faut que forcément que nous l'ayons. Tant que c'est fait, tout va très bien et on s'entend très bien.
Mais quand nous sommes quelque part, on dit, voilà, les gens ne prennent pas le médicament, ceci ne se passe pas, ça veut dire que l'accompagnement a été mal organisé. Donc, je dis toujours, quand on vient, on dit oui, résistance, oui, c'est bien. Le problème, on devait se dire, qu'avons-nous fait pour en arriver là? Mais pas seulement être en train de parler de ça. C'est une bonne chose. Les défis, c'est la pérennisation, le financement. Ça, je l'ai dit. On vous dira, oui, ça coûte cher, ça coûte cher. Rien ne coûte cher. Quand nous voyons autour de nous tout ce qu'il y a comme dépenses somptuaires que nous faisons. C'est ça. Rien ne coûte cher. Tout est possible. Et tout est là. Tout est là. Tout est là. Mais, certaines fois, c'est que nous n'avons pas ce qu'on appelle le leading up. Capable d'amener les décideurs à changer dans le sens dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans notre formation, on nous apprend seulement à soigner, mais on ne nous apprend pas à réellement nous imposer, à administrer. Et certainement, il faudrait qu'on revoie, parce que c'est les éléments qui font qu'aujourd'hui, l'accompagnement souffre dans nos centres. Mais ma conclusion, elle est vraiment tout simple. Il faudrait y penser. C'est vrai que chacun, fonction de là où il travaille, pourrait le faire. Mais on dit, dans notre langue, il y a des gens qui disent que la sauce, il n'y a pas de sauce qu'on offre comme ça à quelqu'un. Le riz, tu peux prendre la quantité que tu veux. Mais la sauce, non, parce que la sauce coûte cher. Voilà, les condiments coûtent cher, les protéines qui sont dedans, la viande, ça coûte cher. Donc, on ne vient pas comme ça prendre la sauce. Le riz, vous pouvez prendre comme vous le voulez. Donc, je vais surtout remercier tous ceux qui vraiment m'ont aidé vraiment à avoir cette vision un peu pas d'instant de mettre en place l'engagement, mais de mettre en place l'accompagnement, mais c'est de l'accompagner en tant que responsable, d'accepter les licences des autres, de savoir qu'ils ont des besoins et de les mettre réellement à leur place, mais pas que nous nous mettions à leur place. Je vous remercie.